On s'est tous déjà posé la question, non? Quelles sont les lois qui nous protègent quand on est le plus vulnérable, par exemple à l'hôpital? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le cadre juridique vraiment puissant qui garantit les droits des patients partout en Europe. Alors, qui garantit les droits et la dignité d'un patient? C'est une question cruciale, et pour y répondre, il faut remonter un peu le temps, juste après la Seconde Guerre mondiale. En 1949, une organisation européenne a été créée avec un objectif très clair, protéger les droits humains. Et cette organisation, c'est le Conseil de l'Europe. Il a mis en place une sorte de bouclier invisible pour les patients. C'est un ensemble de règles, à la fois juridiques et éthiques, qui s'appuient sur 3 piliers super solides. On va les appeler nos 3 gardiens. Voilà, ce sont nos 3 gardiens des droits en santé. Le recueil de règles, les droits fondamentaux et l'accès aux soins. Ensemble, ils forment un véritable filet de sécurité. Allez, on commence tout de suite par le premier, qui est une sorte de manuel de règles pour la médecine. On entre donc dans le vif du sujet avec le premier gardien, le recueil de règles de la bioéthique. Et au cœur de ce recueil, il y a un texte vraiment fondamental, la Convention d'Oviedo. La Convention d'Oviedo, elle date de 1997. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est le tout premier traité international qui soit juridiquement contraignant sur la bioéthique. Son but, il est super clair et posé dès l'article 1, protéger la dignité et l'identité de chaque personne face aux dérives possibles de la biologie et de la médecine. Et l'un des piliers de cette convention, c'est un principe qui a tout changé, le consentement libre et éclairé. C'est l'article 5. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un médecin propose une intervention, la personne a le droit de poser toutes les questions. C'est quoi exactement? À quoi ça sert? Quels sont les risques, les conséquences? Et elle a le droit d'avoir une réponse claire, avant de dire. Mais attention, la Convention d'Oviedo, ce n'est pas que le consentement. Elle va beaucoup plus loin. Elle interdit la discrimination génétique, elle protège les personnes qui ne peuvent pas donner leur consentement, elle a même des protocoles additionnels, ce sont des sortes de mises à jour en fait, pour interdire le clonage humain ou encadrer la recherche biomédicale. Bref, elle pose des garde-fous éthiques indispensables pour la médecine aujourd'hui. Ok, on a vu le manuel de règles, passons maintenant à notre deuxième gardien. Et là, on change un peu de registre. Ce n'est pas un texte écrit spécifiquement pour la médecine, mais plutôt une grande charte des droits humains qui a eu un impact énorme sur le monde de la santé. Il s'agit de la Convention européenne des droits de l'homme, qui date de 1950. Et ce qui est fascinant, c'est que si on lit le texte, on ne trouvera nulle part l'expression « droit à la santé ». Pourtant, les juges et les tribunaux ont su interpréter ces articles de manière, disons, dynamique pour protéger très concrètement les patients. Comment ça marche en pratique? Eh bien, par exemple, l'article 2 sur le droit à la vie oblige les États à s'assurer que les hôpitaux sont sûrs. L'article 3, qui interdit les traitements humains, protège les patients contre des pratiques abusives, comme l'utilisation excessive de la contention en psychiatrie. Et puis, il y a l'article 8 sur le droit à la vie privée. Ça, c'est ce qui garantit que le dossier médical reste confidentiel et que chacun reste maître de ses propres décisions de traitement. Et la Cour européenne ne recule pas devant des sujets très complexes, très sensibles. Prenons la question de la fin de vie. Dans une affaire qui a beaucoup fait parler, l'affaire Lambert contre France, la Cour a utilisé un concept clé, la marge d'appréciation des États. Ça veut dire quoi au juste? Eh bien, ça veut dire que la Cour ne va pas imposer une seule et même solution à toute l'Europe sur ces questions de société. Le point crucial, c'est plutôt d'exiger que chaque pays mette en place un processus juridique qui soit juste, clair et respectueux pour encadrer ces décisions médicales si difficiles. L'important, c'est la procédure. Bon, on a vu les règles et les droits fondamentaux. Mais avoir des droits, c'est bien. Pouvoir y accéder, c'est encore mieux. Et c'est justement la mission de notre troisième et dernier gardien. Ce troisième gardien, c'est la Charte sociale européenne. Son rôle, c'est de s'attaquer aux droits économiques et sociaux, et donc à la santé. L'idée, c'est de s'assurer que le droit à la santé ne reste pas un beau principe écrit sur un bout de papier, mais qu'il devienne une réalité concrète pour tout le monde. Et que dit cette charte? En gros, ces articles sur la santé ont 3 grands objectifs. D'abord, un système de santé accessible. Ensuite, des services de qualité. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, un véritable filet de sécurité pour les plus démunis. Ce filet de sécurité, on le trouve à l'article 13. C'est un article super puissant. Il garantit une assistance médicale à toute personne qui n'a pas assez de ressources. En d'autres termes, il interdit de refuser des soins à quelqu'un pour des raisons purement économiques. C'est la promesse d'un système où on ne laisse personne sur le bord de la route. Alors, récapitulons. On a un manuel de règles, un gardien des droits fondamentaux et un filet de sécurité sociale. Mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça donne des protections très concrètes. La Convention d'Oviedo, c'est le droit de dire non à un traitement, c'est le respect de la dignité.
La Convention européenne des droits de l'homme, elle, garantit par exemple la confidentialité du dossier médical, le respect de la vie privée. Et enfin, la charte sociale, c'est la promesse que tout le monde peut accéder aux soins, même sans argent. Donc, on voit bien que l'objectif final, ce n'est pas juste d'empiler des lois pour le plaisir. L'idée, c'est de construire quelque chose de beaucoup plus profond, une véritable culture du respect. Le respect de la dignité humaine, au cœur de chaque acte de soin. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question qui regarde vers le futur. La médecine, la technologie, tout ça évolue à une vitesse folle. Alors face à ces nouvelles avancées, à quoi ressemblera le prochain chapitre de la protection de la dignité humaine ?